Bonjour mes chers élèves de deuxième année. Toujours dans le grand thème de ce premier semestre, on parle des phénomènes géologiques d'origine interne et on va entamer le chapitre 2, les phénomènes sismiques et leurs relations avec la tectonique de plaques. Comme on l'a dit précédemment, chaque fois qu'il y a divergence, bien convergence, c'est-à-dire une mobilité de plaques, se produit des volcans et des séismes. Donc, quelle est la relation qui existe entre ces deux-là? Donc, à la barakatillah, on va vous donner quelques idées, quelques exemples de séismes qui ont frappé le Maroc. Donc, ici, la région de l'Haus, ici, le Hoshima, et ici, le tremblement de terre qui a frappé le Maroc en 1960. Alors, commençons par l'unité 1, c'est-à-dire les méthodes utilisées dans l'étude des séismes. Avant cela, on va voir, il y a ici une carte qui représente la répartition des volcans et des séismes. Donc chaque fois qu'il y a divergence ou convergence des plaques, il y a ces phénomènes qu'on vient de citer. Donc, au niveau des limites des plaques, il y a des activités volcaniques ainsi qu'il y a des séismes. Donc, quelle est la relation entre ces deux phénomènes-là et la tectonique des plaques? Ça, on va essayer de voir pendant cette vidéo-là. La relation entre les séismes et la tectonique de plaques. Et l'unité suivante, on va parler des volcans et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc la question demandée, c'est quelles sont les méthodes d'enregistrement des séismes et l'estimation de son intensité. Donc comme vous le voyez ici, il y a une coupe de la portion de la Terre. Ici, vous avez des maisons ici, des habitations ici, et puis vous avez des stations qui vont enregistrer les séismes. Donc on va essayer de voir ça en détail. Donc commençons par cet appareil-là qui est posé sur un socle, c'est-à-dire ici le sol, et vous avez ici une flèche qui nous indique que la vibration est verticale. Donc commençons par les composants de cet appareil. Donc il y a un support, et ici vous avez un ressort relié à ce support-là, qui est lui-même relié à une masse, relié à un stylet inscripteur, et vous avez un stylet qui normalement qui marque le mouvement de la Terre, et c'est un cylindre qui tourne dans une direction précise, et voilà cette direction ici. Donc il va dessiner, lorsque la Terre bouge, il va dessiner un graphe ici qu'on appelle sismogramme. Donc le cylindre enregistré ici. Donc la Terre bouge verticalement, on va enregistrer un enregistrement ici, un graphe qui s'appelle le sismogramme. Donc cet appareil-là, il va enregistrer les mouvements de la Terre qui sont verticales. Là, le mouvement vertical, voilà, ici, bon. Mais si la Terre bouge horizontalement, on va avoir un autre sismographe qui va nous renseigner sur la façon de la Terre bouger. Donc il va bouger horizontalement. Donc ici on va voir ce résultat obtenu par le sismographe. Donc un enregistrement réalisé en Allemagne lors du séisme survenu en Haïti. Voilà, la région de Haïti. Voilà, le 12 janvier 2010. Voilà le résultat obtenu par le cylindre enregistreur. Donc on va voir de quoi il s'agit, par quoi il est constitué et qu'est-ce qu'on peut en déduire de cet enregistrement. Donc l'enregistrement, on l'appelle un sismogramme et l'appareil c'est sismographe. Donc voilà ici sismogramme de la région de Tchafouralt. On vous demande ici de décrire le sismogramme, celui-là, de la station de Fouralt. On vous demande de classer les 3 zones sismiques PSL en fonction de leur arrivée au sismogramme. Donc lorsqu'il y a un séisme, donc ici on va détailler la feuille qui a été collée au cylindre enregistreur, et on constate qu'il y a ici des mouvements. Donc ces mouvements-là, ou bien cet enregistrement indique qu'il y a des ondes qui arrivent à la station d'enregistrement. Il y a ici 3 ondes qui arrivent, l'onde P et après l'onde S et après l'onde L. Ici, on vous donne le temps d'arriver, le temps pour calculer la durée de chaque
onde qui arrive à la station d'enregistrement. Donc, on va prendre l'un des sismogrammes et vous avez ici la première onde, c'est P, et puis la deuxième onde, et puis l'onde L, la dernière onde qui arrive. Donc la première c'est P, et puis arrive la deuxième, et puis la troisième onde. Voilà. Donc ici, il y a quelques renseignements à vous donner. Donc vous avez le A, c'est-à-dire de cette partie-là, on a l'amplitude maximale du séisme. Ici, la période de chaque onde. Donc la méthode d'enregistrement lors d'un séisme, la croûte terrestre vibre, provoquant le mouvement du cylindre du sismographe. Le stylet dessine alors une ligne ondulée, le sismogramme. Alors le séisme produit des vibrations qui se propagent dans toutes les directions, appelées ondes sismiques. Donc il y a l'onde P, puis l'onde S, puis enfin l'onde L. Donc comment on va mesurer l'intensité du séisme? Alors pour cela, on a deux moyens. Premier moyen, on a ici les observations, il y en a le degré de ce séisme. Donc de 1 à 4, donc cette échelle-là, il est constitué par 12 degrés. Donc de 1 à 4, seuls les sismographes et les plus sensibles enregistrent des vibrations, et ainsi de suite, on ne va pas lire tout ça. Donc de 11 à 12, la destruction presque totale des constructions, modifications profondes dans le paysage naturel. Donc cette échelle-là, c'est l'échelle dite l'échelle MSK, c'est-à-dire l'abréviation de trois savants, Medvedev, Spohrer, Karnik. On l'appelle simplement, on l'appelle échelle de MSK. Voilà, ici, quelques exemples de destruction, de dégâts produites par les séismes. Donc à partir de ça, on peut savoir à peu près le degré par l'échelle qu'on vient de dire MSK. Donc je vais vous donner un seul exemple. Pour savoir ça, on peut revenir à l'échelle pour savoir les dégâts et puis on va estimer le degré de séisme. Donc ici par exemple, vous avez des fissures ici dans l'infrastructure. Donc c'est à peu près de 7 à 8 degrés sur l'échelle de MSK. Mais ici, cette échelle qu'on vient de citer, qu'on vient de dire, non, elle n'est pas totalement exacte. Mais on va voir autre échelle, c'est l'échelle de Richter. Il est basé sur quoi? Il est basé sur... Alors cette échelle a été établie par Charles Francis en 1935. Il mesure la quantité d'énergie, je l'ai indiqué en rouge et souligné, libérée lors d'un séisme. Donc à l'intérieur de la Terre, l'endroit où il y a production de ce séisme, donc la libération d'énergie, cette énergie, il est calculé et on va voir quelques exemples. Donc l'intensité du séisme 5, et on a ici l'énergie libérée, c'est 2 multiplié par 10 puissance 12 joules. Et 9, c'est-à-dire, voilà, l'intensité qui a été estimée par l'échelle de Richter. Voilà. Donc ici, voilà, les magnitudes de 1 à 9. Donc, d'après les deux documents qu'on vient de présenter, c'est l'échelle d'MSK et l'échelle de Richter, précédent montre comment estime-t-on l'intensité du séisme dans une région. Donc pour celle-là, comme vous la voyez, ces observations nous indiquent les dégâts produits, alors que l'échelle du Richter nous indique l'énergie libérée, la quantité d'énergie libérée par le séisme. Donc mesure de l'intensité. Donc Mercalli en 1930 a proposé une échelle pour estimer les dégâts, et celui de Richter, il nous indique donc cette échelle, je m'excuse, cette échelle, il est composé de degrés, alors que pour l'échelle de Richter, mesure l'intensité du séisme en calculant l'énergie libérée au niveau du foyer. Donc ici, vous avez un exemple ou bien un exercice dans les manuels de Sigma. Donc ici, vous avez ici par exemple un lac d'eau. Si on jette une pierre, on voit qu'il y a formation des vagues, des petites vagues. Mais en réalité, on vous demande que représente la flèche 1. En réalité, celle-là. Donc, il représente le foyer ou bien l'épicentre, c'est-à-dire l'endroit où il y a une naissance du séisme. Donc ici, ce sont des vagues. Donc la question demandée, qu'arrive-t-il aux formes 2, c'est-à-dire ces formes-là, voilà. Lorsqu'un seul, donc comme vous le voyez ici, ces vagues normalement deviennent
de plus en plus faible. Donc ici, vous avez comme exercice d'application, vous avez le séisme qui a frappé l'Algérie en 1980. Et si vous avez les localités et les intensités, alors la question demandée, on vous demande de reporter sur la carte d'Alger calquée, vous allez la calquer, les intensités évaluées dans différentes villes. Donc ici, on va mettre ces valeurs-là. C'est simple à le faire. Donc la question ici demandée, la deuxième question, c'est de dresser la carte d'intensité, c'est-à-dire ces intensités-là, du séisme en dessinant une ligne isosciste sur la carte de l'Alger calquée et compléter ces lignes en leur donnant une forme la plus circulaire. Donc on va rejoindre les endroits ou bien les villes qui ont la même intensité, par exemple ici, voilà, oui. Deuxième, qui ont 3 et 4, et puis les intensités de 7. Donc voilà. Alors les lignes qu'on vient de voir ici, ce sont des lignes courbées qui rejoignent les endroits où ils ont les mêmes intensités. Alors on les appelle les isoséistes, c'est-à-dire même, voilà, même intensité sismique. Voilà, une autre carte de la même région, mais un peu plus détaillée, de la même région d'Alger. Alors ici, un autre exemple, les usistes du séisme d'El Hoceima. Donc la question ici demande de classer les zones représentées dans ce document-là par le degré de gravité décroissant, c'est-à-dire de la plus grande vers la plus basse. Donc on voit ici que la première région qui a eu la plus grande intensité sismique, c'est Safnsa. Après, Bni Abdallah, et puis les trois régions qui ont la même intensité, Imzuren, Tsergis et Imdushan. Donc ici, les usistes ou bien la carte sismique d'Agadir. Donc voilà, ici, on peut localiser l'endroit. On vous demande ici de préciser sur cette carte l'endroit de l'épicentre. Alors c'est quoi l'épicentre? Alors c'est l'endroit où il y a la plus grande intensité sismique. Donc ici, en allant vers l'intérieur, on voit que l'intensité augmente. Donc ici, dans cette région-là, le degré 10, c'est la région qui a eu la plus grande intensité sismique. Donc, deuxième partie, quelle est l'origine du séisme? D'où vient ce séisme? Ou bien d'où viennent les séismes d'une manière générale? Donc ici, vous avez trois documents. Alors ici, vous avez un document qui représente deux flèches opposées, c'est-à-dire qu'il y a une force de compression, ici une force de distension. Donc si cette région-là subit une force de compression ou bien une force de distension, qui va se passer à ce niveau-là? Il y aura une cassure, c'est-à-dire une faille. Alors voilà, pendant le séisme. Donc à partir de cet endroit qu'on appelle ici le foyer, ou bien on l'appelle l'hypocentre, naît des ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. Et voilà cette représentation. Donc la force, bien, les forces exercées sur la roche à l'intérieur de la croûte normalement vont provoquer des vibrations, des ondes qui vont se propager dans toutes les directions. Donc on se pose sur les données de ce document, expliquer l'origine des secousses. Donc l'origine, c'est la faille qui se produit à l'intérieur de la Terre. Donc voilà un exemple général, un modèle général. Donc à cet endroit-là, la fracture, bien la faille qui s'est produite, et voilà les ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. Donc si on voit ici les dégâts, ceux qui sont plus proches de l'épicentre, ils ont été très détruits, voilà, des très grands dégâts. Alors en s'éloignant de l'épicentre, les dégâts sont de moins en moins. Voilà, alors ici vous avez en profondeur, les roches sont soumises à des forces de compression et de distension. Lorsque l'énergie accumulée, c'est-à-dire associée dans un point, est intense et très, très grande, une faille se produit. Donc il y a une cassure dans les roches. Il en résulte ainsi un déplacement relatif de part et d'autre de la faille. Donc il y a, voilà, et il se forme deux blocs, voilà, et de part et d'autre de la faille. Donc le point où la faille s'est produite est appelé foyer, ou bien on appelle aussi hypocentre du séisme. Donc les ondes sismiques se propagent à partir du foyer dans toutes les directions.
où on peut les enregistrer dans plusieurs stations sur la Terre. Donc l'étude des sismogrammes obtenus permet de déterminer l'épicentre, c'est-à-dire l'endroit de la profondeur où s'est produite. Alors merci de votre attention. Eh bien, je vais vous laisser ici avec une citation qui dit que la chute n'est pas un échec, mais l'échec, c'est de rester là où on est tombé. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, et bon courage pour